On débriefe maintenant avec Yang Li et Jean-Michel Flamand. Ils sont là? Ils sont là. Venez, venez. Alors, vous restez là, hein, bien évidemment, et vous pouvez, vous qui êtes dans la salle, continuer à nous envoyer vos questions, mais on vous donnera un petit moment d'échange direct. C'est aussi sympathique. Bonjour, bienvenue. Vous avez mené tous les deux un travail intéressant avec un workshop que vous avez organisé avec plusieurs marques de distribution. Alors vous représentez Visiative, qui est une société née à Lyon, mais implantée en plusieurs endroits, dont ici sur la métropole. Votre boulot, c'est de bosser sur la transformation numérique des entreprises, mais très 360, hein, et entre autres sur le retail. Et c'est votre boulot à vous, en particulier avec un développement de travail et d'accompagnement sur les usages. Et puis le CILAB, Shopping Innovation Lab, c'est un des plus grands centres d'innovation dédiés au commerce du futur, avec une palette de services, de technologies, d'innovation dans tous les sens, pour accompagner et anticiper cette transformation du futur, du commerce du futur qu'on vient d'explorer avec nos deux pitchs. Donc, c'était à l'été dernier, votre travail ? C'était fin d'année. Fin d'année. On a commencé fin d'année et on a terminé début janvier, donc un cycle extrêmement court de réflexion. Très bien. Alors, si vous êtes là, c'est aussi pour nous proposer, nous partager des méthodes, hein. Donc, la méthode est importante. Vous nous avez amené un reportage qui présente le process, en fait, hein, sur lequel vous avez travaillé avec les personnes qui ont participé à votre atelier. Et puis après, on va voir quels enseignements on en tire, hein, et quelles pistes d'application que vous pouvez en tirer chacun d'entre vous. La méthode, tout d'abord, regardez. Donc on a une vingtaine de personnes aujourd'hui au Shopping Innovation Lab, des retailers et des distributeurs qui vont itérer, imaginer le magasin du futur sous un axe qui est l'axe de l'alter-consommation. On a voulu aborder les choses de façon un peu nouvelle. On a travaillé sur des ateliers un peu ludiques, un peu participatifs, collaboratifs, pour pouvoir sortir un contenu intéressant. L'intérêt de cette méthodologie, c'est d'arriver en fin de journée à pouvoir leur montrer le résultat dans notre cave en 3D, d'avoir tout de suite la projection d'une matière, d'un matériau, d'un meuble qui est dessiné, et avec le casque virtuel qui est mis, on peut tout de suite voir le résultat, le rendu final. Beaucoup de productions ont été faites sur les matières, sur les matériaux, les couleurs, sur ce qu'on souhaite voir exactement en termes de services, les personnes, la représentation spatiale, tout ce qui concourt à finalement faire d'un magasin un succès commercial. Les retailers, les distributeurs, les différentes marques présentes aujourd'hui se posaient énormément de questions, comment agencer tous ces éléments qu'on a pu produire durant ces workshops. Le Cave est une formidable plateforme qui permet de donner de la consistance à un projet qui est plutôt flou. Bien entendu, on a découvert de nombreuses incohérences et ça nous a permis finalement de les corriger au fil de l'eau. Ce qui est intéressant dans ce type d'atelier, c'est de voir un petit peu plus loin, d'être un peu évolutif sur le commerce et d'arrêter de travailler en silo, parce que finalement, tout le travail qu'on réalise, c'est pour le consommateur final. Donc il faut vraiment garder cet objectif en tête pour réenchanter vraiment le magasin et transformer tout ça pour que ce soit un lieu de plaisir. Donc c'est aussi la mission également des acteurs intervenant autour de l'innovation et de la créativité. C'est une excellente journée de partage entre industriels et distributeurs.
Les ateliers d'aujourd'hui ont été, en tout cas pour moi, très enrichissants parce qu'il y a un partage entre fournisseurs et industriels sur les enjeux communs qui sont le merchandising pour le magasin de demain. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des idées complémentaires et en fait c'est avec l'expertise de chacun qu'on arrive à construire quelque chose abouti. C'est vraiment un super moyen de partager et de travailler ensemble avec les mêmes intérêts, puisque l'intérêt final, c'est le consommateur. Avec les acteurs avec qui on travaille, ça permet de faire gagner 50% du temps de la conception d'un magasin, du début des plans jusqu'à la sortie de terre et l'ouverture du magasin. Donc c'est extrêmement bénéfique. Globalement, on est plutôt sur une réduction de 20 mois à une dizaine de mois parce qu'on met autour de la table, dans le cave, l'ensemble des acteurs qui composent un magasin pour pouvoir faire de la prise de décision en temps réel, rapidement et efficacement. Ça, c'est efficace. Donc, on joue le coup en 3 jours. Hein. C'est trois journées de travail. Vous avez compris en découvrant ce film qu'on met bien autour de la même table le distributeur, l'annonceur, les marques, évidemment. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir avoir plusieurs distributeurs autour de la table. Donc, on a réuni Auchan, Intermarché, Casino, Carrefour, autour d'une même table, avec en plus derrière des marques en alimentaire type Danone, Savencia, PepsiCo, Orangina. Et des concurrents même. On a eu Bonduelle et Dossi, mais travailler ensemble parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. Il y a une vraie réflexion, il y a une vraie attente. Tiens, juste avant de venir sur les conclusions de cette démarche très intéressante, vous avez retrouvé des éléments dans ce que nous ont partagé Nathalie et Laurence et qui ont été exprimés dans vos workshops? Alors, il y a effectivement des points de base qui sont assez similaires. Ouais. Finalement, aujourd'hui, le consommateur veut quelque chose d'assez personnalisé. Et comment on perçoit cette personnalisation? Ça peut être effectivement le digital, peut-être un des leviers en tout cas sur cette notion de personnalisation et d'expérience d'achat sur le site qui lui est complètement dédié. Est-ce que vous aviez les focales que j'ai entendues, la raccourcir la découverte et l'intention d'achat, et donc des moyens à mettre en œuvre dans le parcours d'expérience client quand vous les avez fait bosser? C'est un point qui est exprimé, ça, et ils ont trouvé des solutions? Alors, les solutions qui ont été trouvées, elles sont plus autour... Là, on parle vraiment d'alimentaire, donc c'est un peu différent, parce qu'il y avait assez peu d'alimentaire dans ce qu'on a vu juste avant. Oui. Et les solutions qui ont été trouvées, qui ont été amenées, elles sont plus sociales, humaines que technologiques, malgré tout. Même si effectivement il y a de la techno autour du paiement, autour de la personnalisation du parcours, etc. Mais on est vraiment parti sur quelque chose, enfin, en tout cas le groupe de travail est parti sur quelque chose qui est beaucoup plus autour de l'humain et de nouveaux modèles économiques que sur la partie technologique. Très bien. Alors, vous avez compris au vu des marques qui étaient présentes autour de la table, vous avez travaillé sur la consommation, l'alimentaire, et en particulier sur l'alter-consommation, donc circuit court, le bio, enfin tous ces champs-là, parce que la préoccupation des distributeurs que vous avez réunis, c'était de voir comment intégrer et mettre en scène cette offre dans leur magasin. Alors, première question, quels sont les grands points à retenir qui peuvent qualifier ce commerce du futur? On en fait un chacun. Allez, il y en a combien? Il y en a 4, c'est pas compliqué. Donc le premier point, c'est la notion d'exemplarité en fait de ces commerces. On a beaucoup travaillé sur le rôle d'un magasin dans une ville ou dans un village ou dans une campagne. Et la première chose qu'on a identifiée, c'est le fait que le magasin n'est pas forcément qu'un lieu de transaction, mais que ce soit un magasin modèle sur la partie essayer de limiter, par exemple, les impacts de la consommation sur la planète. Donc la notion de dire, on est sur un magasin, je vous rappelle qu'on est sur la partie alter-consommation, donc un éclairage en fait du point de vente. Et la première chose, c'est de dire on n'est pas dans le greenwashing, on est vraiment dans... versus greenwashing. Exactement, dans le fait d'être concrètement dans des efforts autour de la réduction des impacts environnementaux de la consommation. D'accord. C'est le premier point. Sur ce premier point, est-ce qu'on doit explicitement l'exprimer dans le magasin,
l'impact environnemental de l'offre? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Clairement, il faut l'exprimer, il faut être extrêmement transparent en fait, sur ces sujets-là. Et de bien expliquer en fait, aux consommateurs, parce que c'est à la fois des dispositifs à mettre en place dans le magasin et de la pédagogie. Et il faut bien expliquer aux consommateurs ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça apporte comme élément positif. Deuxième grand point. Deuxième grand point, c'est que le magasin doit être à nouveau créateur de confiance. Alors, précisez ça. Aujourd'hui, il y a une perte de confiance des consommateurs envers les produits qui sont proposés potentiellement par les distributeurs. Aujourd'hui, voilà, on revient finalement à l'alterconsommation. Principalement, le premier facteur, c'est la confiance des produits. Est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour ma peau? Comment mon distributeur le communique, etc. Donc toujours cette notion de transparence. Et cette créateur de confiance doit également proposer les meilleurs produits. Ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué avant. Ah ouais, quand elle nous raconte, alors je fais un pas de côté là, mais quand elle nous raconte l'évolution du statut du vendeur, parce que c'est lui le relais de confiance. Exactement. C'est ça, quoi. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que ça rejoint vraiment l'idée de l'humain. C'est-à-dire que on doit vraiment retrouver confiance. Et le choix qui est proposé par le magasin est un parti pris, non pas par le prix, mais par un engagement, voilà, je propose quelque chose qui fait plaisir à mon consommateur et en tout cas ce qu'il recherche. Ils ont dit des choses sur l'affichage ou le non-affichage prix. Oui, sur cette partie-là, l'objectif, c'est on parlait de transparence, donc on a parlé juste avant, c'est le fait de pouvoir afficher la marge, de pouvoir afficher en fait ce qui va directement au producteur, par exemple, et de pouvoir aller jusque-là en fait dans la transparence en fait des prix qui sont affichés. Je me remets dans le calendrier. Quand vous avez fait votre atelier, la loi alimentation était décrétée. Enfin, c'était oui, c'était là en décembre. Mais elle n'a pas forcément eu d'impact parce qu'on se projetait à 20 ans. Sur la transparence des prix quand même, l'affichage des marges, ouais. D'accord. Ok, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point. Troisième point, le fait que les magasins, le positionnement prix de ce magasin doit être accessible à tous. C'est un point qui est extrêmement important, puisque quand on parle souvent de bio, d'alterconsommation, on est très bobo, on est très dans des produits qui sont un peu plus chers, et on essaie aussi de chercher des solutions, alors qu'on n'a pas forcément toujours trouvé, mais qui permettent de dire que, certes, c'est un magasin qui est autour de l'alterconsommation, mais les prix qui sont pratiqués doivent être absolument aussi bas en fait, que des magasins classiques, pour éviter en fait, d'avoir une notion de magasin élitiste. D'accord. Ce que vous racontez là, alors après, vous avez déterminé 3 piliers, hein, précis, concrets, opérationnels, vous allez nous raconter, nous dire dans quelques instants. Ça mène quand même à des révolutions, plus que des évolutions, enfin dans les bouclards, quoi. Par quelle boule prend le distributeur? Il est quand même sacrément déstabilisé, quoi. C'était ça aussi la réflexion qui était extrêmement intéressante, parce que ce n'était pas une réflexion que distributeur, c'était aussi une réflexion industrielle, c'est comment je réduis mes coûts aussi, notamment par l'emballage, etc. Donc c'est une réflexion qui doit être commune, et ça, clairement, ça a été un message posé par les participants, dans le sens où le distributeur n'est plus seul maître, en tout cas, des prix et d'élitisme, entre guillemets, qui est imposé un peu aujourd'hui, finalement. Alors, ce magasin du futur amènera peut-être à enfin reconnecter le distributeur et les marques et ne plus les opposer. Et ils vont peut-être être, c'est un souhait, co-créateurs de la chaîne de valeur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Bon, c'est une espérance. C'est une espérance et en tout cas, là, l'espoir était plutôt positif, était plutôt visible. Ce qui m'a éclaté aussi dans ce que vous avez montré, c'est là, sur les 3 jours, ils arrivent à dessiner le magasin, quoi, avec vos images 3D. Vous nous avez amené quelques exemples, on va les regarder à l'écran pendant qu'on continue à discuter. Donc, il y a 4 piliers, 4 grands points à retenir et qui peuvent qualifier les angles du magasin du futur. Après, vous avez déterminé 3 incontournables. 3 logiques, 3 piliers. C'est quoi ça d'abord, là, ce qu'on voit là actuellement? Alors là, vous êtes plutôt sur la partie extérieure. Donc voilà, des matières plutôt naturelles, une notion de transparence, tout est ouvert. Ça traduit vraiment les 4 premiers grands principes qu'on a évoqués. D'accord. Ensuite, là, le premier pilier incontournable, qui était le principal, c'est les filières alimentaires, donc tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, fromagerie, poissonnier. Aujourd'hui, le premier point de contact du client, puisque finalement on remet l'expertise, la tradition au magasin.
Donc, bon, c'est passé, mais en tout cas, les modes de présentation ont été différents puisque du coup, on part sur des notions d'échange. Donc, les comptoirs sont beaucoup plus bas. Tout est transparent. Les méthodes de fabrication, on les voit. Donc, c'est-à-dire que l'artisan qui est en train de travailler, on voit comment il travaille les produits qui sont proposés aux clients, justement pour recréer la confiance entre le consommateur et le distributeur. Et j'ai son nom, son expérience. Donc là, je retrouve dans ce que vous dites des principes que j'ai découverts tout à l'heure, de la nouvelle fonction du vendeur, quoi, hein. On a même été jusqu'à imaginer en fait que ces artisans qui étaient présents dans le magasin soient aussi actionnaires de ce point de vente. Parce que dans le modèle économique, il y a aussi cette notion de dire qui participe et qui en fait bénéficie des fruits en fait de ce magasin. L'objectif, c'est aussi de partager la valeur en fait qui est générée par le magasin et que donc, par exemple, vous imaginez que ce boulanger ait une part d'actionnariat en fait du point de vente dans lequel il est. D'accord. En Mon tant corner de boulangerie est animé par un professionnel qui peut devenir actionnaire du. Exactement. Ah Qui est ouais. engagé. Bon. C'est vraiment un engagement pour recréer vraiment de la confiance. C'est-à-dire que la confiance est un engagement à la base et un engagement humain. Avant. D'accord. Ouais, donc ça revisite aussi le modèle économique, hein. Complètement. Alors, donc ça c'est le premier pilier, ces filières ouvertes, actrices du magasin. Deuxième pilier. Le second pilier, on est sur la partie lieu de vie. Alors, on dit souvent, c'est un vœu pieux, souvent, de dire qu'aujourd'hui, le commerce doit être, alors on en a beaucoup parlé tout à l'heure, C'est ce un qu'elles lieu de ont plaidé, plaisir. là, hein. Comment est-ce qu'on transforme en fait ce commerce en lieu de plaisir ? Et là, nous, la façon dont on y a répondu, c'est le fait de pouvoir avoir à la fois des lieux où on peut déjà consommer des produits. C'est-à-dire où on a un lieu de restauration où les produits qui sont vendus sur place peuvent être consommés sur place, un peu comme Italie, à New York et ailleurs, et de pouvoir se prendre du plaisir en fait à ce niveau-là. Mais aussi de pouvoir avoir tout ce qui est atelier pour que les gens en fait se rencontrent. L'important, c'est de dire que on parlait du rôle du magasin. L'objectif, c'est d'en faire un peu la place du village et de se dire que on va pouvoir avoir une personne peut-être un peu plus âgée qui va pouvoir apprendre à une population plus jeune à coudre, à faire la cuisine, etc. Donc en fait, on est sur le fait de dire non seulement on peut consommer des produits sur place, mais en plus on peut avoir des ateliers qui vont donner du sens en fait à des rencontres entre les personnes locales au quartier. Voilà, donc ça c'est la notion du lieu de vie et du lieu de plaisir qui est un point qui est extrêmement important en fait dans les piliers. Voilà. Ça a l'air de marcher, hein, ce que vous nous racontez là, tous les quatre, hein, parce que on reste sur la tendance de oui, le magasin du futur sera humain. Et c'est le parti pris là, qui a été exprimé dans votre workshop. Juste quand même ce que vous nous racontez là. Un distributeur, lui, son truc, c'est ma rentabilité au mètre carré. Oui. Alors ? Non, mais ils l'ont abordé, ça ? Alors, ils l'ont abordé, effectivement. Il y a aussi, là, on révolutionne, comme vous dites, le magasin. Il y a aussi peut-être une révolution à faire sur les indicateurs qui sont mesurés aujourd'hui. Effectivement, la rentabilité au mètre carré, on parle plutôt financière. Peut-être que là, il y a des pistes qui ont été évoquées sur la satisfaction client, la fidélité du client par rapport à son engagement. Des choses aujourd'hui qui sont finalement mesurées, hein, mais peu mesurées, et qui ne sont pas dans les premiers critères. Est-ce que vous avez des données qui peuvent rassurer sur le fait que ces nouvelles approches gardent la rentabilité globale du magasin ? Alors déjà, ça fait partie des choses qu'on va continuer à travailler parce qu'il va y avoir des ateliers après. La mère des batailles, quand même, hein. Évidemment, on est d'accord. Donc, il y a des ateliers qui sont prévus cette année sur cette partie modèle économique et compte de résultats. Cela dit, on sait que, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de prix au mètre carré, ça compte pas le fait d'avoir en fait la livraison depuis le magasin, par exemple. Le fait de dire, une fois que j'ai mes clients qui sont fidèles, comment est-ce que je livre vers l'extérieur ? Et ça fait partie du chiffre d'affaires qui sont générés. Donc il y a déjà des pistes par rapport à ça. Ce dont on est certain, et c'est ce qu'on dit à nos distributeurs à chaque fois qu'on travaille avec eux, c'est ils savent que leur modèle est moins bon qu'avant, c'est-à-dire il est destiné en fait à disparaître a priori, au moins pour les très grandes surfaces. Vous avez vu les résultats de notre grande enseigne et tant qu'on utilise encore les mêmes modes de mesure qui sont utilisés aujourd'hui, s'ils continuent à parler de chiffre d'affaires au mètre carré, forcément leur modèle va continuer à péricliter.
Donc, en fait, on essaie en fait de les faire changer en fait de paradigme pour pouvoir trouver d'autres critères de mesure qui seront beaucoup plus larges, qui seront par exemple sur le fait de dire je veux nourrir une population donnée sur une zone de vie globale et je mesure combien de personnes je nourris dans cette zone de vie. D'accord. Vous voyez, on est vraiment en même temps, on est à un moment, il y a le large. compte d'exploitation, la dernière ligne. Hein. Donc, ce sera intéressant à continuer à fouiller, bien évidemment. Hein. Je crois que ça peut être le workshop suivant. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier ? Alors, le troisième pilier est axé, alors c'est assez dans la tendance actuelle, ce sont les services en fait. Aujourd'hui, le rôle du magasin doit s'intégrer finalement dans la vie quotidienne de chaque consommateur. Donc, on peut remettre la 3D peut-être pour... Ouais, on peut remettre la boucle. En boucle. D'accord, ok. On va la voir, allez-y. Oui, effectivement, donc là c'est vraiment un endroit où donc je vais faire mes achats, mais c'est pas que ça. Le magasin n'est pas qu'un lieu transactionnel. Je vais retirer de l'argent, je vais chercher mon colis, je vais discuter effectivement, comme expliqué Jean-Michel sur le pilier 2, je vais échanger, je vais faire du troc, je vais consigner. Partage d'usage. Exactement. Donc tout ça doit rentrer finalement dans la réflexion du rôle du magasin qui n'est pas qu'un lieu d'achat, pas qu'un lieu où je viens acheter mes produits. Alors les casinos, les carrefours, ces gens-là qui étaient à votre atelier sont repartis avec quelle piste, quelle certitude ou incertitude ? Moi, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient partis extrêmement alignés en fait sur les conclusions en fait de l'atelier. D'accord. Maintenant, effectivement, il y a des problèmes de modèle économique, donc c'est un grand rêve et pour l'instant, c'est un point. Si vous voulez, l'intérêt de l'avoir fait sur la partie alter-consommation, c'est le fait d'avoir fait une caricature d'un modèle. Ouais, parce que c'est pour que derrière on puisse faire bouger les lignes. En fait, l'objectif c'est de faire bouger les lignes pour que derrière il y ait des choses qui se fassent. Et effectivement, des distributeurs comme Casino et d'autres se sont dit. Bah oui, effectivement, il y a un changement de modèle à donner et il y a une nouvelle façon en fait de réfléchir à l'expérience client et la relation consommateur en fait à trouver. Alors j'ai quand même une frustration. Ni l'un ni l'autre n'a évoqué le digital. Tout à fait. Alors le digital n'a pas été exclu. Il est juste en fait finalement le fil rouge dans le sens où il est complètement acquis finalement dans ce magasin-là, mais c'est pas ce qui fait l'ADN finalement de ce magasin. Donc il est là pour aider, et en tout cas le digital a été défini plutôt comme outil d'aide aux vendeurs, mais également aux consommateurs. Mais uniquement cette fonction-là, et donc pas du tout valorisée ni par les matières, ni par son positionnement, ni son emplacement, comme chaque outil en fait, c'est pour usage de nous aider, pas d'être valorisé. Est-ce que vos clients benchmarkent les exemples américains que l'on a vus ? On sait que, parce que tout ça s'accélère, hein, l'échelle de transfert, c'est plus 5 ans maintenant, hein, c'est moins de 2 ans, on en a conscience de ça ? Alors l'accélération de l'innovation, oui, on en a parfaitement conscience, et nos clients aussi. Ils benchmarkent ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs, tout en prenant du recul, parce que quand on est sur des flagships où les produits sont à marge beaucoup plus forte, on ne peut pas forcément remettre ces expériences-là qui sont très chères dans des points de vente où on a des marges qui sont quand même beaucoup plus faibles que ça. Ça, c'est une première chose qui est importante. Mais effectivement, en fait, l'idée que nous, on porte en tout cas, c'est quand même à chaque fois de repartir plutôt du besoin du consommateur et des choses qui sont très efficaces pour pouvoir utiliser le digital pour vraiment améliorer l'expérience client, mais au sens efficacité des choses. D'accord. Tout à l'heure, justement, il y avait l'exemple de Victoria's Secret. Le digital est intégré finalement autour des produits et était très discret. Il est là pour aider. Oui. C'est vraiment ça, en fait. Oui, c'est pas une expérience client digitale. Exactement. C'est une expérience client et il y a oui, l'audit est intégré, c'est un bon terme. Une question de la salle. Je crois que c'est par rapport à votre présentation, Nathalie, quand vous nous avez présenté le vendeur. Alors, l'évolution, vous avez parlé des vendeurs, enfin de la dimension RH de la transformation. Ouais. Alors, clairement, pour nous, la partie RH de la transformation, c'est un des centres de la transformation du commerce. Le rôle du vendeur, le fait qu'il soit le centre de la relation avec le client et qu'il soit outillé pour pouvoir répondre aux clients de façon le plus efficace possible, mais aussi, en fait, l'ouverture du fonctionnement du magasin aux clients eux-mêmes. C'est-à-dire de pouvoir se dire que ça peut être même les clients qui peuvent mettre en rayon, par exemple, directement dans le point de vente. D'accord. Et donc la personne de la salle dit l'évolution du rôle de vendeur ne risque-t-elle pas d'amener une déshumanisation de ce dernier ? On a vu, voilà, mon jean ne me va pas, j'appuie sur un bouton, on m'amène l'autre sur un plateau. Enfin, la personne qui envoie la question dit... Il y a la notion de vendeur domestique, quoi, qui le suit partout, qui lui apporte ses vêtements.
Vous avez à réagir à ça, peut-être vous aussi, Nathalie? Alors nous on pense exactement le contraire. C'est-à-dire ce qu'on dit, c'est que le vendeur, c'est ce qui fait la différence en fait entre un point de vente physique et un point de vente digital ou une plateforme e-commerce. D'accord. Et que donc justement le vendeur doit être celui qui porte la relation à la marque ou à l'enseigne. Donc il n'a pas du tout un rôle de groom pour apporter un vêtement. Au contraire, il est là pour conseiller, il est là pour accompagner l'acte de vente. Et c'est lui qui devient le plus important dans le point de vente. Oui, bien sûr. Alors moi, par rapport à cette question, je ne l'ai peut-être pas suffisamment bien expliqué tout à l'heure, mais quand j'étais dans la cabine d'essayage chez American Eagles, le vendeur était derrière le rideau. Lui a reçu une notification, mais c'est un runner qui est venu lui apporter. Le vendeur n'est pas parti. D'accord. Moi, je suis complètement en lien avec vos convictions. Tout est fait pour décharger le vendeur de tâches qui lui coupent de la relation client. Et par ailleurs, le digital efficace et le digital discret, tu ne le vois pas. Et il t'apporte tellement la bonne fonctionnalité au bon moment, au bon endroit dans le magasin que tu n'en as pas besoin de centaines de fonctionnalités digitales. Tout ça, c'est pensé. Je suis complètement d'accord avec l'aspect, ça vient après. Ça, vous avez fait les fondations, là. Bravo. Laurence, un commentaire, je prends une question et on conclut là-dessus. J'avais juste une toute petite remarque sur Victoria's Secret. C'est qu'en fait, ils ont des gros problèmes actuellement. Les résultats ne sont pas très bons, justement parce que sans doute, ils ne prennent pas en compte suffisamment tout le social. Alors, je ne parle pas des miroirs, etc. Mais par contre, ils sont très... Ils ne prennent pas suffisamment en compte tout le Instagram dans le magasin. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est vrai que... La dimension sociale. Voilà. D'accord. Oui. Oui. Non, ça va. Il y a une question? Oui, monsieur. Damien. Je connais. Allez, on prend une question et puis après on conclut, vraiment. Je te donne le micro. Alors, merci pour cette présentation. Vous avez reçu les industriels et les distributeurs. Quand comptez-vous accueillir aussi des clients pour définir ce qu'est le magasin idéal? Effectivement, c'est aussi un défi qu'on doit relever, en tout cas avec des ateliers cette année. Pour être honnête, l'idée qu'on a mise en place, en tout cas, c'est un essai. Parce que déjà, la difficulté, c'est de mettre des industriels et des distributeurs autour d'une même table. Effectivement, là, on est plutôt content dans le sens où c'est une première fois, en tout cas pour eux. Effectivement, je suis totalement en phase. Le consommateur est extrêmement essentiel dans ce type de réflexion. Et c'est pour ça qu'effectivement, cet atelier était plutôt sur un temps court, mais il est primordial dans ces réflexions. Eh oui, d'abord, faire le point sur... son métier et à l'intérieur avant d'ouvrir, bien sûr. Donc, il y aura une suite. Ah oui, il y aura une suite. Et alors, c'est difficile de demander à des consommateurs aussi de quoi tu as besoin sans leur montrer quelque chose qui serait un objet à casser. Là, quelque part, on a des fondations qu'on va pouvoir leur exposer et voir comment ils vont réagir en fait aussi à ça sur différents domaines. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir monter les ateliers consommateurs pour vérifier quelques hypothèses qu'on a montées en fait durant les 3 jours d'atelier. Cette troisième séquence, c'était la dernière de cette journée de pitch, d'échange, de partage d'expérience. Il y a quelque chose de très frappant à retenir de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. C'est la fulgurance à laquelle vous êtes confrontés. Il y a des cycles, des boucles qui se raccourcissent parce que ces scénarios du magasin du futur, ce que vous constatez, ça n'existait juste pas il y a un an, vous l'avez dit, d'année en année, on découvre des nouvelles révolutions et ça s'accélère. Il y aura donc le sujet à continuer à explorer de ce lieu, le magasin d'expérience porté par le digital, donc le magasin et le digital, le Figital, de continuer à explorer les meilleures mécaniques pour transformer en acte d'achat.
Il y a la notion aussi d'accompagnement dans la durée du client, parce que j'ai bien senti les communautés qui se créent, là, vous m'avez montré, Laurence, et notamment au travers des réseaux sociaux. Et puis le modèle économique, quoi. Il va falloir sérieusement le regarder, parce qu'on ne va pas attendre 10 ans, quoi, hein. Ça va vite dans la transformation de la fonction du magasin et de la fonction de vente. Ça va vite aussi dans l'impact économique et l'impact RH. Je crois que vous l'avez bien expliqué les uns et les autres. Et il y a une prochaine session de programmée ? Alors pour l'instant, il y a encore des groupes de réflexion plutôt sur des petits groupes qui sont en train d'être faits. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à caler une date sur le gros groupe. Work in progress. Il y a un atelier sur la confiance en avril, déjà, parce que la notion de confiance, c'est quelque chose qu'on va aussi redescendre. Bien sûr, et c'est l'un de vos points forts. Merci beaucoup, merci mesdames, merci à vous tous. Merci. Et ainsi s'achève ce cycle de conférences de cette journée. Il faut encore vaquer sur le lieu d'exposition. Et belle fin de journée à tous.